Ravi de vous retrouver sur les antennes de Mikuba. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Vous suivez l'invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois le plaisir de recevoir Maître Fabrice Luamboua-Ntumba. Il est avocat au barreau du Lualaba. Avec lui, nous allons échanger autour de la subdivision du pouvoir en République démocratique du Congo en l'occurrence. Et nous nous poserons certaines questions relatives aux attributions de chacun des pouvoirs. Maître Fabrice, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Ibrahim. C'est un plaisir de me retrouver encore chez vous à Mikuba. D'entrée de jeu, dites-nous, lorsqu'on évoque la subdivision du pouvoir en RDC, à quoi doit-on penser? Bon, d'abord, j'aimerais que l'on se fixe certaines idées. C'est que cette idée est prise, épuisée dans ce livre de Montesquieu, L'esprit de loi. Montesquieu réfléchissait et était arrivé à la conclusion selon laquelle il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que selon lui, le pouvoir corromprait. Et donc, la concentration de tous les pouvoirs qu'exerce un État ou que l'on retrouve ou qu'organise un État pousserait celui en qui ce pouvoir se retrouve des abus ou générer des abus. C'est comme ça qu'il dit, par la disposition de choses ou par les dispositions légales, j'y arrive, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est un sens où certains préfèrent parler de contre-pouvoir. Lorsque vous prenez par exemple les trois pouvoirs traditionnels, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif, nous avons aussi le pouvoir judiciaire. Imaginez-vous un seul instant que tous ces trois pouvoirs soient concentrés en un seul individu, l'on assisterait à des abus du pouvoir. C'est comme ça qu'il propose que les pouvoirs arrêtent le pouvoir ou que certains pouvoirs constituent de contre-pouvoirs aux autres pouvoirs. Et c'est un peu ça l'idée. Donc, lorsque l'on parle de la séparation de pouvoir, c'est les concepts que je préfère et que je propose. Lorsque l'on parle de la séparation de pouvoir, c'est une façon de parler de contrôle de pouvoir par le pouvoir. Oui, et vous avez évoqué donc cette séparation plus ou moins universelle de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On va essayer de se concentrer sur cette séparation au cours de cette émission. Vous avez dit qu'il est essentiel que le pouvoir arrête donc le pouvoir. Est-ce qu'on peut en venir à la hiérarchisation de ces trois pouvoirs? Y en a-t-il un qui est au-dessus des autres? Bon, si on peut parler de la hiérarchisation de ce pouvoir, lorsque vous lisez la Constitution, notre Constitution bien évidemment, je crois le titre 3 de la Constitution, à partir du 68e article, l'on parle du pouvoir exécutif. Et dans ce pouvoir exécutif, on parle 1 du président de la République, 2 du gouvernement. Après, l'on vous parle du pouvoir législatif. Je parle de la hiérarchie constitutionnelle. Oui. On parle 1 du pouvoir exécutif et dans le pouvoir exécutif, l'on parle du président de la République. On parle aussi du gouvernement. À part ça, l'on parle du pouvoir législatif. Dans le pouvoir législatif, on parle 1 de l'Assemblée nationale, 2 du Sénat. Après, on parle du troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, ce sont de cours et tribunaux. Et voilà, c'est ça la hiérarchie constitutionnelle en République démocratique du Congo. Mais dans les faits, est-ce que cette hiérarchie prend effet? Oui, nous en avons l'impression que cette hiérarchie prend effet, même si à un moment donné, je crois qu'elle est inopérante parce que sur le champ ou dans la pratique, c'est le législatif qui contrôle l'exécutif. Oui.
même si le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Oui. Il ne répond pas de ses actes, responsable ici comme respondere du latin, répondre de ses actes devant le Parlement. Bien que dans la Constitution, on l'énumère comme partie intégrante de l'exécutif. Mais ici, en pratique, c'est le législatif qui contrôle l'action de l'exécutif. Oui. C'est comme ça qu'à un moment donné, je me dis, bon, cette hiérarchie a été donnée comme ça, mais il y a toujours en pratique des choses à constater, à se rendre compte que non, le gouvernement, par exemple, est responsable devant le Parlement. Il répond de ses actes devant le Parlement. Donc, c'est le Parlement qui contrôle l'action du Parlement. De l'exécutif, oui. Oui, voilà. Venons-en un peu aux attributions de chacun de ces pouvoirs. Selon l'organisation de la République démocratique du Congo, qui doit faire quoi? Oui, bon, déjà, dès par les intitulés ou leur appellation, l'on peut déjà comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Pour revenir, c'est que l'exécutif... Non, je préfère commencer par le législatif. Oui. Le législatif, sa mission principale, c'est de faire la loi, de légiférer le texte légaux. Je m'excuse. C'est comme ça que l'un de nos professeurs disait toujours, l'homme le plus intelligent en droit, c'est le législatif. Parce que le législatif ou le législateur, celui qui fait nos lois. Et le juriste, dès lors qu'il se veut juriste positif, il s'inscrit dans la logique de l'interprétation de textes écrits. Et celui qui écrit les lois de la République, c'est le législateur. Et donc c'est ça sa mission principale, légiférer de textes. Bien évidemment, il y a cette histoire entre la chambre basse et la chambre haute. Et lorsque je parle du législateur, je vois les deux chambres. Les deux chambres, la chambre basse, c'est-à-dire le Parlement, ou l'Assemblée nationale, je m'excuse, et la chambre haute, le Sénat. Et ça est leur mission. Après, nous avons l'exécutif. L'exécutif exécute, d'accord? Il exécute, il arrête un programme, il défend devant le Parlement, les parlements approuvent et exécutent. Et c'est le Parlement qui les suit à la lettre. Donc voilà, vous avez dit ça, vous allez faire ça, ainsi de suite. Vous exécutez. Et dans cette exécution, le Parlement vous surveille. Oui. C'est là que je dis, c'est une question que nous nous posons. Est-ce que cette hiérarchie constitutionnelle est opérante et à considérer comme ça? Je ne pense pas. Parce que, à un moment donné, puisque le président de la République fait partie intégrante de l'exécutif, on voyait mal que l'on commence par le Parlement et puis le président de la République. Oui. Mais dans l'exécutif là-bas, il y a des gens qui sont contrôlés par le législatif et quelqu'un d'autre qui est au-dessus de la mêlée. C'est le président de la République. Lui ne répond pas de ses actes devant le Parlement. Mais revenons à ce que j'étais en train de dire. Et donc, l'exécutif exécute son programme dans la mesure de la loi, en fonction de la loi qui a été légiférée par le législateur. Oui. Et enfin, le pouvoir judiciaire, lui, s'occupe de l'administration de la justice. Je crois que nous aurons d'autres occasions pour vous parler de l'organisation de la justice ou de l'administration de la justice en République démocratique du Congo. Il y a des juridictions de l'ordre administratif, il y a des juridictions de l'ordre judiciaire, il y a de juridictions spécialisées. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là en vue d'administrer la justice ou de pacifier les relations dans la société. Parce que l'on dit, la première mission du droit ou le premier objectif du droit, c'est de pacifier les relations dans la société. Oui. Et donc, toute décision de justice doit rencontrer l'objectif du droit, celui de pacifier les relations dans la société. C'est comme ça, je suis par un principe général du droit qui dit, au fond du droit que dit le juge, il y a la justice qui doit servir. Et c'est comme ça, donc, aux juristes, aux magistrats, parce que nous, les avocats, nous sommes des auxiliaires de la justice. Oui. Nous aidons
l'administration de la justice. Mais là, c'est encore, il y a l'ordre national des avocats, il y a l'ordre national, hein, il y a un barreau national, et puis il y a deux barreaux près chaque cour d'appel, et dans chaque province, nous retrouvons deux cours d'appel. Je crois que c'est de manière ramassée que j'essaie de nous représenter. Donc, oui. Nous avons l'exécutif. Bon, préféré commencer par le législatif, qui légifère de loi, de textes de loi. Après, nous avons l'exécutif qui exécute un programme qu'il a défendu devant le Parlement dans les limites de textes légaux. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire qui voudra à ce que tout celui qui se serait comporté de manière infractionnelle réponde de ses actes. Que ce soit le législateur, que ce soit le parlementaire, ou que ce soit lui-même l'administrateur de la justice, si je peux l'appeler comme ça, qu'il réponde de ses actes. Et chacun, selon son rang, parce qu'ici, il existe ce qu'on appelle le privilège des juridictions et le privilège de poursuite. Donc, lorsque vous êtes gouverneur, on ne peut pas vous extraire devant n'importe quelle juridiction. Selon votre rang, on va vous amener à une certaine juridiction pour vous entendre. Lorsque vous êtes président de la République, je crois que nous sommes revenus sur une émission comme ça, lorsque vous êtes président de la République, votre juge pénal, c'est le juge constitutionnel. Donc, le président de la République, vous ne pouvez pas l'amener devant la cour d'appel. Mais au moins, toutes ces personnes qui concourent à l'administration ou à l'organisation du pouvoir ou à l'exercice du pouvoir sont susceptibles d'être attaqués en justice au regard de leurs actes, entre guillemets, infractionnels. Et cela renvoie au pouvoir judiciaire. Exactement. Mais il y a des mécanismes par lesquels on voit, par exemple, l'Assemblée nationale convoquer un ministre, l'Assemblée nationale convoquer le Sénat convoquer un ministre, parfois le mettre, le défier. Est-ce que ce n'est pas un rôle du pouvoir judiciaire qui est joué là par le pouvoir exécutif? Non, là il faut faire la part de choses. Généralement, lorsque cet égarement que l'on reproche à ce membre du gouvernement est teinté de caractère infractionnel, après qu'il soit invité à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a de poursuites qui sont déclenchées. Il y a de poursuites judiciaires. Mais comme je le dis, le Parlement contrôle l'action de l'exécutif. Oui. C'est dans cette mission qu'il peut l'inviter sur une question donnée de venir s'expliquer. Il y a deux cas. Lorsqu'il s'explique et que l'on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans ce qu'il a posé comme acte, il rentre vaquer à ses occupations ou poser des actes lui conférés par la loi. Mais si jamais l'on se rendait compte que dans ce qu'il a fait, il y a eu des irrégularités, il peut être démis de ses fonctions, ça c'est d'un, ou encore, il peut être poursuivi pour le grief qu'on lui reproche. Et donc, c'est ce que l'on appelle la mission du législateur ou du Parlement. Oui. C'est le contrôle de l'action gouvernementale. Tout à fait. Il y a on évoque souvent la presse comme étant le quatrième pouvoir. Mais dans dès votre énoncé, vous êtes limité à 3 pouvoirs. Pourquoi ne pas évoquer la presse parmi les pouvoirs qui constituent un État? Bon, comme je vous l'ai dit, tout juriste qui se veut objectif, ou voilà, je suis juriste et je m'arrête au texte. Le texte reprenne les 3 pouvoirs et va considérer la presse, d'ailleurs vous le savez, comme une institution d'appui à la démocratie. Je crois que ça doit être le titre 4 ou 5 de notre Constitution qui prend des institutions, qui reprend, j'y arrive, des institutions d'appui à la démocratie. On parle de la CENI, on parle aussi du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la presse. Oui. C'est là que vous êtes. C'est vrai que l'idéal serait que la presse soit un pouvoir à part.
d'accord, pour que le journaliste se sente beaucoup plus libre, voyez-vous. Mais pour l'instant, la presse ou les journalistes sont considérés comme appartenant à cette institution d'appui à la démocratie, qui est le Conseil de l'audiovisuel ainsi que la presse. Donc la presse ne fait pas partie de pouvoir de l'État. Parce que quand je vous parle du titre 3 de la Constitution, on parle de l'organisation du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et c'est dans ces titres-là que l'on énumère les 3 pouvoirs. Oui. Et c'est, je crois, vers le titre 4 ou le titre 5 que l'on parle maintenant des institutions d'appui à la démocratie. Et c'est là qu'on énumère, entre autres, la CENI et la presse. Maître Fabrice Toumba, je rappelle que vous êtes avocat près le barreau du Lualaba et vous nous éclairez sur la question relative à la subdivision ou à la séparation du pouvoir en République démocratique du Congo en l'occurrence. Il nous arrive de fois de voir que le président de la République, donc le responsable, dans une certaine mesure, le numéro 1 du pouvoir exécutif, qui décide du pouvoir judiciaire, il décide aussi du pouvoir législatif dans une certaine mesure. Est-ce que ce n'est pas ce que vous craignez au début, une concentration de tous les pouvoirs dissimulés entre les mains d'une seule personne? Par exemple, à la Cour constitutionnelle, les magistrats, les juges, c'est le président qui les nomme, dans le pouvoir judiciaire, certains d'entre eux. Et au pouvoir législatif, généralement, le président de l'Assemblée et de l'obédience politique du président de la République. Comment expliquer cela? Bon, il faut d'abord préciser qu'à la Cour constitutionnelle, il y en a qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature, qui viennent des chambres, c'est-à-dire le Parlement, et qui viennent aussi du président de la République. C'est vrai ce que vous relevez. L'idéal serait qu'il n'y ait pas du tout de rapport entre le président de la République et le pouvoir judiciaire. C'est là qu'on parle de la séparation rigide. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation souple, que nous voyons ici en République démocratique du Congo, et on parle aussi de la séparation rigide. Je suis de ceux-là qui estiment que la séparation rigide avancerait les choses plus vite. C'est-à-dire, lorsque l'on parle du pouvoir judiciaire, que le pouvoir judiciaire s'organise par lui-même, en commençant par l'enrôlement de magistrats jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature, Cour constitutionnelle, partout là-bas, qu'il n'y ait pas l'ombre des autres pouvoirs. Oui. Parce que lorsque l'on vous parle des membres de la Cour constitutionnelle, on vous parle, c'est vrai, du Conseil supérieur de la magistrature, mais l'on vous parle aussi du Parlement, l'on vous parle aussi du président de la République. Oui. Donc c'est comme si, dans ce que devient le pouvoir judiciaire, il y a une mainmise des autres pouvoirs. Or, vous êtes sans ignorer qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des actes contraires, la réciprocité des actes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. C'est que c'est l'organe qui nomme qui peut révoquer. D'accord ? Et dans cette optique-là, le magistrat nommé par le président de la République cherchera à plaire au président de la République. Je parle ici du président de la République, institution. Oui. Et je suis dans les idées, parce que je suis apolitique. Je réfléchis, je me dis, lorsque le pouvoir judiciaire sera indépendant ou totalement indépendant des autres pouvoirs, parce qu'il ne s'agit pas seulement du président de la République, alors là, nous allons assister à une indépendance totale. Cependant, il y a un autre pouvoir. Rapidement. C'est le pouvoir législatif. Eh bien, le pouvoir législatif est indépendant. Et vous savez pourquoi? Non, parce que c'est la population qui élu les députés. Merci. Il n'y a pas de nomination pour ce qui concerne les députés. Et ça leur permet questions. C'est la fin de l'émission. On vous invitera à une prochaine occasion pour évoquer d'autres questions, peut-être en détail, développer chacun de ces pouvoirs. Restez avec nous, c'est la fin de cet invité du jour.